Est-ce que à chaque fois que vous essayez de comprendre le Bitcoin, la blockchain, les crypto-monnaies, vous finissez toujours par sentir que vous êtes encore plus perdu que quand vous avez commencé? Je vous le dis tout de suite, arrêtez de penser que vous êtes les seuls là-dedans. Plus de 30% de la population ont déjà voulu investir dans les crypto-monnaies, mais ont abandonné entre-temps à cause de sa complexité. C'est pour ça qu'après avoir reçu de nombreux retours du style « c'est intéressant, mais un petit peu trop complexe pour un débutant », que je me suis lancé le défi de revenir aux bases pour que vous soyez mieux outillés pour naviguer dans ce monde-là. Donc accrochez-vous, on a une grosse vidéo, le retour aux bases pour enfin comprendre et maîtriser les fondamentaux des crypto-monnaies, c'est maintenant. Bon, avant d'aller trop loin dans les crypto-monnaies, il faut se demander en premier lieu, c'est quoi une monnaie? Une monnaie, là, c'est tout simplement une reconnaissance de dette. Parce qu'elle représente la promesse qu'on va pouvoir l'échanger plus tard contre des biens ou services. De manière plus concrète, c'est ce qu'on utilise pour payer et échanger des choses entre individus ou organisations. La monnaie n'a donc pas de valeur en elle-même, mais elle fonctionne parce qu'on a tous confiance qu'on va pouvoir l'échanger dans l'avenir contre quelque chose qui a de la valeur. Pour dire qu'une monnaie est une bonne monnaie, on est capable de dire qu'elle respecte 5 critères. De 1, elle doit être capable d'avoir une valeur stable dans le temps, elle doit être résistante aux intempéries, reconnue et acceptée par tous, servir de moyen d'échange, et de 5, être en quantité limitée. La monnaie traditionnelle qu'on appelle, donc la monnaie qu'on utilise au quotidien, respecte tous ces critères-là sauf un, celui de la quantité limitée. Puisque les banques centrales peuvent créer autant de monnaie qu'elles veulent via différents mécanismes, ça amène forcément de l'inflation. C'est le principe de base de l'offre et la demande. Plus il y a de monnaie, plus elle devient abondante, ce qui diminue sa rareté, donc fait perdre de sa valeur, ce qui réduit donc le pouvoir d'achat des gens qui l'utilisent. On peut voir ici l'effet de l'inflation. Notre pouvoir d'achat a littéralement baissé de plus de 97% entre les années 1910 à 2020. C'est pour ça qu'en plein cœur de la crise de 2008, qui avait été causée justement par des banques qui avaient fait des prêts beaucoup trop risqués puis des investissements assez douteux, que les citoyens se sont réellement rendus compte des véritables dangers puis des pertes cachées de ces banques-là. Tout ce merdier-là, oui, on peut le dire, a vraiment secoué la confiance des citoyens dans le système financier traditionnel parce qu'on venait de dévoiler au grand jour ses failles et son manque de transparence. En réponse à tout ça, la demande pour des alternatives qui offriraient des solutions plus transparentes, plus décentralisées et plus sécures s'est vue augmenter jusqu'à l'émergence du white paper de Bitcoin le 31 octobre 2008, ce qui a complètement révolutionné la manière dont on envisageait la monnaie numérique. En passant, beaucoup de gens disent que le créateur de Bitcoin est resté anonyme parce qu'il serait mort avant d'avoir pu dévoiler au grand jour sa création, mais honnêtement, j'ose croire qu'il y a d'autres raisons pourquoi il est resté anonyme. Vous irez voir en commentaire si ça vous intéresse, j'ai une théorie un peu différente sur le sujet. Aussi, je vais vous expliquer plus tard en détail qu'est-ce que Bitcoin, à quoi il sert, comment il fonctionne, etc. Mais je pense qu'avant, il est nécessaire qu'on fasse un tour sur les crypto-monnaies pour être capable de mieux comprendre la technologie qui se cache derrière. Commençons par dire que la crypto-monnaie, c'est une monnaie qui existe uniquement sous forme virtuelle, donc sans aucun support physique comme des pièces ou des billets, puis qui est créée, gérée et sécurisée par un réseau d'ordinateurs répartis à travers le monde. Elle permet donc de faire des transactions financières directes sans passer par une banque ou un intermédiaire financier. Puis ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que n'importe qui peut envoyer et recevoir de la valeur en utilisant seulement un ordinateur puis une connexion Internet sans être obligé de faire confiance à qui que ce soit. Cette absence-là d'intermédiaire réduit donc les frais en éliminant les commissions des banques, accélère les transactions en supprimant le délai de traitement des institutions financières, puis résout aussi le problème de confiance en offrant une transparence totale avec la technologie blockchain. Oui, je viens pour la première fois d'utiliser le mot blockchain. Allons donc plus en profondeur sur ce mot-là qu'on entend partout, mais que peu comprennent réellement son fonctionnement. La blockchain ou chaîne de blocs, comme beaucoup de gens savent déjà, c'est la technologie fondamentale derrière la plupart des crypto-monnaies. Qu'est-ce que c'est concrètement? Non, je ne commencerai pas à vous dire que c'est un registre numérique décentralisé qui a pour but de... Non, je vais essayer de vous garder ça simple. Dites-vous que la blockchain, c'est un type de base de données qui est simplement gérée de manière décentralisée. Ce que j'aime utiliser un peu pour visualiser la chose, c'est que c'est comme un grand livre comptable qui est en ligne, où est-ce qu'à chaque fois qu'une transaction se produit, elle est notée dans un bloc d'informations qui, lorsqu'il atteint sa pleine capacité, est scellé et relié au bloc précédent de manière à former une chaîne chronologique de blocs, d'où le nom blockchain. C'est justement cette connexion entre ces blocs-là qui rend la blockchain tant unique par rapport à des registres conventionnels. En gros, avec un mécanisme de hachage, c'est là que ça devient un petit peu plus complexe, fait qu'essayez de me suivre. Chaque bloc reçoit une empreinte numérique, un hash qu'on appelle, qui est une série de chiffres et de lettres qui représentent les données du bloc une fois scellées.
Ce qui est magique là-dedans, c'est que si quelqu'un essaie de modifier un bloc qui est déjà scellé, ça change automatiquement son hash, donc sa signature numérique, ce qui brise la chaîne chronologique. En gros, c'est pas compliqué. Le bloc devient invalide parce que tous les autres participants du réseau qui possèdent une copie identique de la blockchain vont la comparer à la leur puis ils vont se dire il y a quelque chose qui va pas. Ils vont donc tout de suite rejeter la version modifiée parce qu'elle correspond plus à la chaîne d'origine. Ça rend donc toute tentative de fraude immédiatement détectable parce que les participants refuseront la modification du bloc. Parlons-en un peu plus en détail des participants qu'on vient juste d'aborder. Dans une blockchain publique, il faut comprendre qu'il y a plusieurs participants qu'on appelle des nœuds qui maintiennent des copies de la blockchain puis qui utilisent des algorithmes de consensus pour s'accorder sur la validité des transactions et l'ajout de nouveaux blocs. Non, il n'y a donc personne qui est assis devant son ordinateur puis qui analyse chaque transaction. Ça se fait tout par des algorithmes. Ça, c'est le fun de savoir que c'est plein de participants répartis à travers le monde qui s'occupent de tout ça parce que ça veut dire que c'est pas une seule personne ou une seule organisation qui contrôle le tout. C'est plein de participants qui s'occupent ensemble de vérifier si tout est transparent et valide. Puis pour récompenser leur travail, ces participants-là reçoivent souvent des récompenses sous forme de crypto-monnaies lorsqu'ils ajoutent avec succès un nouveau bloc à la chaîne. C'est ce qu'on appelle soit du proof of work, preuve de travail, ou soit du proof of stake, preuve d'enjeu. Là, je viens juste de vous nommer ici les deux principaux mécanismes de validation dans la blockchain. Avec le proof of work, c'est simple. Les nœuds, qu'on appelle ici des mineurs, résolvent des problèmes mathématiques complexes pour valider les transactions. Ça, c'est un processus qui demande beaucoup de puissance informatique, donc beaucoup d'énergie, mais qui garantit la sécurité sur la chaîne en rendant les tentatives de fraude extrêmement coûteuses. Puis, il y a le proof of stake, où est-ce que les validateurs sont choisis en fonction de la quantité de crypto-monnaie qu'ils mettent en jeu. Ça veut dire que s'ils valident mal une transaction ou tentent de frauder le système, ils risquent de perdre une partie à aller jusqu'à l'entièreté de leur coin. C'est donc un mécanisme qui consomme beaucoup moins d'énergie puis qui est souvent vu comme une solution plus écologique, plus rapide et plus scalable. Bon, en expliquant ce qu'est la blockchain, on a parlé de nombreux avantages, mais sans réelle structure, fait que ça peut être encore vague pour certains. Je vais donc vous donner un rapide résumé des principaux points. De 1, avec la blockchain, on peut avoir plus de transparence parce que chaque transaction est enregistrée et visible par n'importe qui, ce qui renforce la confiance. De 2, on n'a plus besoin de faire affaire avec une entité centrale comme une banque parce qu'avec la blockchain, on l'a vu tantôt, c'est bien un réseau d'ordinateurs qui gère plus valide les transactions, ce qui réduit donc massivement le risque de contrôle, de censure ou même d'erreur humaine. De 3, on peut accélérer big time la vitesse de transaction en éliminant les intermédiaires, surtout dans des secteurs comme la finance. Puis de 4, on peut s'offrir une meilleure traçabilité des données parce qu'elle permet de suivre et vérifier l'origine des informations, ce qui garantit leur authenticité. Bon, Bitcoin, c'est quoi dans tout ça? Bitcoin, c'est à la fois une monnaie et un système de paiement qui a été créé par une personne ou un groupe de personnes sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto qui permettent d'envoyer et recevoir de la valeur sur Internet sans avoir besoin d'intermédiaires. Donc, contrairement aux monnaies traditionnelles comme le dollar américain qui est backé par le gouvernement des États-Unis, Bitcoin fonctionne sans autorité centrale ni soutien gouvernemental. Pourquoi Bitcoin a autant de valeur? Pour plusieurs raisons. Commençons par dire qu'il introduit pour la première fois le concept de rareté numérique sur Internet. La révolution numérique des années 70 avait éliminé la rareté en rendant tout ce qui pouvait être numérisé reproductible à l'infini pour presque aucun coût, une force mais une faiblesse aussi. Mais pour l'argent, la rareté c'est essentiel pour être capable de lui attribuer de la valeur. Puis c'est ce que Bitcoin a introduit en fixant un plafond impossible à changer de 21 millions de Bitcoin. Donc au final, vous l'avez compris, une des raisons principales de sa valeur, c'est qu'à la différence des monnaies fiduciaires imprimables à volonté, l'offre de Bitcoin est limitée, ça c'est vraiment inscrit dans le code source de Bitcoin. Une deuxième raison pourquoi le Bitcoin a de la valeur, c'est qu'il utilise la blockchain puis surtout le mécanisme de Proof of Work pour garantir que les transactions sont immuables et sécurisées. On en a parlé tantôt comment c'était possible de faire ça. Cette confiance-là que ça amène d'avoir un réseau secure a aidé Bitcoin puis aide toujours Bitcoin à acquérir plus facilement la confiance des utilisateurs et des citoyens, ce qui augmente donc sa demande et par conséquent son prix. Une autre raison que vous avez pu deviner, c'est que Bitcoin est décentralisé, ce qui est un atout majeur pour les régions où est-ce que les monnaies souffrent d'hyperinflation ou bien que les gouvernements contrôlent beaucoup trop étroitement les finances des citoyens. Avec Bitcoin, les gens peuvent préserver leur richesse puis faire des transactions sans avoir à craindre la confiscation de leurs fonds ou bien la dévaluation de leur monnaie, ce qui renforce encore plus sa valeur. La principale difficulté par contre que je pourrais dire que Bitcoin a, c'est que malgré une capitalisation de plus d'1 trillion de dollars,
Bitcoin n'est pas vu par tout le monde comme une véritable réserve de valeur. Beaucoup le considèrent encore comme un actif risqué plutôt que comme une valeur refuge. Cette perception-là amène une grande volatilité parce que les investisseurs spéculatifs voient Bitcoin comme une opportunité rapide de faire du profit et non comme un actif stable. En période de turbulence du marché, cette volatilité se renforce encore plus parce que tous ceux qui n'ont pas une grande confiance en Bitcoin se tournent vers des actifs risk-off, donc considérés moins risqués, comme l'or ou le dollar américain. Ça décourage donc encore plus les investisseurs à voir Bitcoin comme une alternative sérieuse aux actifs traditionnels, en voyant sa baisse de valeur à cause de la vente massive des investisseurs qui sont moins engagés. Ça crée donc un énorme cercle vicieux. Par contre, ce qui donne espoir, c'est qu'à mesure que Bitcoin va gagner en adoption puis en reconnaissance, sa volatilité devrait diminuer en raison d'une plus grande capitalisation, ce qui va donc le rendre beaucoup plus attractif à le voir comme une réelle réserve de valeur long terme. Les deux dernières raisons rapidement qui donnent la valeur au Bitcoin depuis 2008 sont qu'il est permissionless, donc personne n'a besoin de demander de la permission à personne, puis qu'il y a un design déflationnaire. En gros, l'offre créée diminue avec le temps grâce au halving. Le halving, c'est quoi? Le halving, là, c'est simplement la réduction de moitié des récompenses pour miner un bloc, environ tous les 4 ans, plus précisément aux 210 000 blocs. Ça en fait donc un excellent bouclier contre l'inflation puisque ça limite super bien l'offre et préserve donc sa valeur sur le long terme. Bon, là on a parlé de Bitcoin, parlons maintenant de tous les autres qui restent. Les altcoins, oui c'est comme ça qu'on les appelle, sont tout simplement toutes les crypto-monnaies autres que le Bitcoin, puis il y en a plusieurs catégories. Il y a par exemple des DeFi tokens qui sont conçus pour la finance décentralisée, on en a parlé souvent sur cette chaîne. Il y a aussi les stablecoins qui sont conçus pour minimiser la volatilité des prix en s'indexant à des actifs stables comme l'or par exemple. Il y a aussi les security tokens qu'on appelait avant, mais qu'aujourd'hui on appelle les RWA tokens, Real World Assets. Puis tu as aussi les gaming coins, tu as les AI coins dans l'intelligence artificielle, tu as les meme coins aussi. Il y en a des dizaines et des dizaines de catégories différentes. Alors pourquoi je suis beaucoup plus investi dans les altcoins? Tout simplement parce qu'ils peuvent offrir des meilleurs rendements moyen et long terme avec leur plus petite capitalisation de départ. C'est vraiment simple, Bitcoin avec une capitalisation de plus d'1 trillion de dollars, pour faire x2, ça prend un autre trillion supplémentaire pour être capable de le faire. Puis moi, avec une gem que j'ai trouvée à 50 millions de market cap, ça y prend seulement un autre 50 millions de dollars pour être capable de faire x2. Il y a une grosse différence. Par contre, il y a beaucoup plus de risques, mais je considère que c'est là qu'il y a les plus belles opportunités. Puis c'est pour ça que je fais cette chaîne, j'essaie de vous les dénicher et les analyser de fond en comble pour que vous la connaissiez avant la masse. On est donc arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé un peu ce retour aux bases que je considérais quand même important pour tout le monde, même moi qui ai fait la vidéo. J'ai pas trop voulu rentrer dans des questions du style comment acheter des crypto-monnaies, comment être un investisseur rentable en arrière de tout ça, c'est quoi la psychologie d'un investisseur rentable sur le long terme. C'est tout des sujets que je pourrais vous faire en vidéo, mais j'ai pensé qu'aujourd'hui c'était plus intéressant qu'on commence par les bases. Vous me direz en commentaire si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse. En passant, n'oubliez pas que beaucoup ignorent, sous-estiment ou même se moquent encore aujourd'hui de Bitcoin et des applications qui se créent sur la technologie blockchain, tout comme on a ignoré et ridiculisé l'Internet dans les années 90. En 1984, envoyer un email c'était littéralement réservé pour une mini poignée d'experts. Aujourd'hui, on le fait tous les jours en un clic. La révolution numérique est vraiment en marche, soyez-en conscients. Mais oubliez jamais une chose par contre, comme mon père a toujours dit, les seules choses qui ont une vraie valeur dans ce monde, celles qui ne perdront jamais d'importance, sont nos besoins vitaux. L'eau, la nourriture, un toit pour vivre, tout le reste, c'est que de la confiance qu'on lui accorde. Donc même si le Bitcoin et les crypto-monnaies semblent prometteurs, rappelez-vous une chose, ça a l'air d'être la base, mais c'est un conseil crucial, n'investissez jamais plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Gardez ça en tête. Et c'est donc là-dessus que je vous dis enfin, merci d'avoir passé ce moment-là avec moi. C'était Étienne, prenez soin de vous et à très bientôt.